Bonsoir, Monsieur le Président Al-Begerouch. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, chers consoeurs et chers confrères. Toujours un bonheur d'être parmi vous et un énorme plaisir de revenir sur les racines de mes parents, mes racines maternelles. Donc, une énorme joie d'être ici et de représenter dignement mes parents qui sont de Schleff, et c'est avec grande fierté que je le dis et je le redis et je le revendique. Ceci d'une part. D'autre part, j'avais souhaité partager avec vous aujourd'hui un thème qui a eu beaucoup d'appréhension il y a quelques années et qui posait énormément de problèmes à nos confrères lors de la conduite de leur traitement endodontique et que j'ai placé sous le thème des réparations des lésions endo et l'apport du minéral trioxyde aggregate. The Clinical Endodontic Research. Alors, il va falloir qu'on revienne un peu en arrière, les dernières trentaine ou quarantaine d'années en arrière, où la thérapeutique endo a mis en évidence la survenue de lésions endodontiques iatrogènes. Par exemple, dans le cas d'un coiffage dentinaire où il y a eu la survenue d'une effraction de la chambre pulpaire mettant à nu, si vous voulez, la corne pulpaire. Des lésions iatrogènes secondaires à des perforations du plancher ou éventuellement des perforations au niveau de la partie du tiers cervical inhérentes à l'ouverture de la cavité d'accès et la recherche des orifices d'entrée canalaire. Mais pas que, la thérapeutique endo a connu aussi d'autres problèmes tels que les perforations éventuellement au niveau du tiers médian et du tiers apical lors de la conduite du traitement, secondairement à une mauvaise conduite de la thérapeutique endo. Également, il va falloir souligner aussi que des lésions inflammatoires d'origine carieuse ou d'origine traumatogène sont apparues sur des dents présentant des apex immatures, des ouvertures apicales assez larges. De même que certaines lésions inflammatoires apicales d'origine endodontique, où toute thérapeutique initiale endo s'est éventuellement conclue par un échec, suite éventuellement à une difficulté d'accès à cette lésion inflammatoire apicale, par présence d'obstacles éventuellement, et parmi ces obstacles, on peut citer parfois la présence d'ancrage intracanalaire qui, éventuellement, ou de restauration prothétique qui nous empêche d'arriver à cette lésion inflammatoire apicale et éventuellement de nettoyer cette partie apicale et de l'obturer. Et donc, la recherche clinique en endo a été réfléchir sur ces différentes situations. Et donc, cette recherche endo, elle a été chercher éventuellement un matériau qui pouvait amener la fermeture des brèches et les voies de communication entre l'endodonte et le milieu externe, c'est-à-dire à la recherche d'un matériau étanche. De même, cette recherche a été chercher un matériau qui pouvait interagir favorablement en contact des tissus avec lesquels il va rentrer en contact, les tissus pulpaires, les tissus parodontaux, les tissus osseux. Donc, elle a été à la recherche d'un matériau que l'on qualifiait de biocompatible. De même, cette recherche clinique a été chercher également un matériau qui pouvait induire une simulation, voire une néoformation au contact des tissus avec lesquels il entrait en contact. Et c'est un matériau qu'on qualifie de bioactif. En fin de compte, la recherche clinique a essayé de trouver un matériau qui pouvait répondre aux trois critères: étanchéité, herméticité, biocompatibilité et bioactivité. Alors, la question qui se pose,
Alors, quel est ce matériau qui pouvait répondre favorablement à toutes ces lésions iatrogènes et ces lésions inflammatoires? Eh bien, la recherche a permis de trouver ces matériaux qu'on a appelés des endodontic root repair materials. C'est les matériaux de réparation canalaire. Et donc, ces matériaux sont qualifiés aujourd'hui de plusieurs termes. On les appelle matériaux biocéramiques, on les appelle matériaux hydrauliques, on les appelle matériaux minéraux, on les appelle silicates de calcium. Donc, si vous allez consulter la littérature, alors si vous allez consulter la littérature sur PubMed, sur Academia, sur Google, et vous mettez ciment minéraux, ciment silicate tricalcique, ou vous mettez MTA, mettez biodentine, vous mettez ciment hydraulique, vous allez avoir plus de 3000 publications. 3000 publications à travers lesquelles vous allez avoir les propriétés biologiques, physiques et les indications cliniques de ces matériaux. Par contre, je voulais vous montrer une publication extrêmement intéressante qui date de 2021 et qui a été, ce livre, cet ouvrage, a été publié par cette belle jeune dame que vous avez devant vous et qui s'appelle Josette Barbara Camilleri. Josette Barbara Camilleri est maltaise d'origine. Elle est à l'université de Birmingham. Et au jour d'aujourd'hui, les biocéramiques constituent le bébé de cette praticienne. Aujourd'hui, elle a pris ces biocéramiques, ces matériaux, sous son aile. Et elle est en train, depuis quelques années, de développer ces matériaux, de faire de la recherche sur ces matériaux. Et aujourd'hui, elle est considérée comme la number one dans la recherche sur les biocéramiques. Et puis, il y a un autre ouvrage qui est sorti en 2014, qui est intitulé, ou cet ouvrage est inhérent aux applications, aux indications du MTA, Mineral Trioxy Aggregate. Et donc, dans cet ouvrage, qui est franchement intéressant à parcourir, vous allez retrouver énormément de choses qui tendraient à vous offrir aujourd'hui une clé pour pallier aux incidents inhérents à votre pratique endodontique. Et au cours de cet après-midi, on va s'attarder sur ce matériau qu'on appelle le MTA. Pardonnez-moi. Alors, avant d'aller parler de ce MTA, sachez que les matériaux biocéramiques sont retrouvés aujourd'hui sous plusieurs formes. Soit sous la forme poudrée liquide, le Pro-Root de MTA, de la société Dansplicérona, de la biodentine, le MTA Biorep, le MTA de chez Produits Dentaires, qui est une société suisse, le MTA Angelus, qui est également la propriété d'une société brésilienne. Donc, cette forme que vous voyez devant vous, c'est la forme poudrée liquide. Mais pas que, parce que vous avez également la forme en capsule. La forme en capsule, là je vous présente deux formes, voilà, une forme qui appartient à deux sociétés, pardon, la société Microméga et la société Actéon, qui présentent aujourd'hui ce MTA en capsule. Et puis vous avez également ces matériaux biocéramiques qui sont, si vous voulez, qui se présentent sous la forme lourde ou la forme poutie, soit à l'intérieur de peau ou alors en forme de seringue. Donc cette forme poutie que vous voyez devant vous, elle est également utilisée dans les différentes indications qu'on va voir tout à l'heure de ce MTA. Et puis aujourd'hui, ces matériaux biocéramiques sont devenus de véritables matériaux d'obturation endodontique. Il y a quelques années, ces matériaux étaient considérés comme des sealers, comme des ciments d'obturation endodontique. Aujourd'hui, ces matériaux occupent la partie du volume, la partie la plus importante du volume canalaire, même s'ils sont associés à un cône de Guta, qui va servir de tuteur. Donc aujourd'hui, ces matériaux biocéram, vous allez les retrouver dans la forme
ou dans les indications d'obturation endodontique. Alors, on va aller se focaliser sur ce minéral trioxyaggregate. Alors, il va falloir que je vous présente ce monsieur qui s'appelle Mahmoud Torabinjet. Alors, c'est qui ce monsieur? Alors, ce monsieur, il y a quelques décades, 30 ou 40 années, il a eu des complications par rapport au traitement endodontique par voie rétrograde. Donc, il a été cherché le matériau qui pouvait lui amener de l'étanchéité, l'herméticité, de la biocompatibilité, de la bioactivité. Et donc, grâce à lui et grâce au travail de son équipe, ils sont arrivés à mettre au point ce MTA. Mais ce MTA, ou ce nom de MTA, n'est venu que par la suite. Au départ, ce MTA prenait le nom de le M Mahmoud, le T Torabinjad et le A Aggregate. Et ce monsieur, Mahmoud Torabinjad, a mis au point, avec son équipe, le MTA ProRoute. Donc le MTA ProRoute de la société Tulsa en 1998. Validé en 1998. Ensuite, le ProRoute MTA a été commercialisé par la société Danspli Serona France. Et donc, ce minéral trioxyaggregate, il va se présenter sous la forme d'une poudre qui est constituée de 75% de ciment de Portland, 20% en poids d'oxyde de bismuth, qui est un radiopacifiant, et 5% en poids en gypse, qui est un accélérateur de prise. Bien évidemment, le liquide sera de l'eau distillée. Comment va se faire, ou comment qualifier ce ciment de Portland? Enfin, ce ciment de Portland, en fait, c'est un matériau qui est employé, qui est utilisé dans le domaine des travaux publics. En fait, c'est le ciment que nous connaissons tous dans le cadre de nos constructions. Et donc, il va résulter du broyage d'un produit appelé le clinker, obtenu par la cuisson d'un mélange homogène de carbonate de calcium et d'argile. Et c'est quoi ce clinker, en fin de compte? Le clinker, ce sont ces nodules durs et cristallisés, de teinte grise foncée. Quand vous allez éventuellement les broyer, vous allez avoir du ciment noir. Par contre, les nodules vertes, quand vous allez les broyer, vous allez avoir ce ciment blanc que vous allez utiliser pour vos faïences, pour vos dalles de sol, etc. Donc voilà de quoi est constitué ce ciment de Portland. Mais dans ce ciment de Portland, le plus important, c'est ce clinker. Et ce clinker qui va être constitué, comme on va le voir, de silicate de calcium, de silicate tricalcique, de silicate dicalcique, d'aluminoferrite de calcium, d'aluminate tricalcique, de sulfate de calcium, d'oxyde de calcium et des impuretés métalliques. En fin de compte, le plus important, c'est ce clinker qui fait partie de ce ciment de Portland. Alors, donc, en 1993, l'apparition du MTA de couleur grise. Et quelques années plus tard, en 2002, il y a eu l'apparition de ce MTA white. Quel est l'intérêt de l'apparition de ce white MTA? Et quelle différence ou quel comparatif nous allons faire avec le MTA gris? D'abord, par rapport à la coloration. Le MTA gris a été incriminé pour des colorations grisâtres qu'il donnait sur la portion coronaire des dents. Ceci, d'une part, est qui constituait un déficit esthétique important. Et puis, en termes de composition de ces particules, alors le MTA white est constitué de fines particules. Et sachez que plus ces particules sont fines, plus l'hydratation sera importante, plus la réaction de prise sera rapide, plus le rendu de ce matériau au contact des tissus avec lesquels il va rentrer en contact seront
sera lisse et sans aucune irritation. D'où l'intérêt de ce MTR White. Mais pas que, parce que ce MTR White, il va encore être différent de ce MTR Gris parce qu'il contient moins si vous voulez, moins d'éléments ferreux, moins d'oxyde d'aluminium, moins d'oxyde de magnésium et moins d'oxyde de fer. Donc tous ces éléments accentuaient ou donnaient cette coloration grisâtre à ce MTR gris. Donc le MTR White a été entièrement, si vous voulez, on va dire purifié, pour ne pas dire on a réduit la composition en matériaux ferreux. Alors, donc ce MTA, comment va-t-il, si vous voulez, comment va-t-il résulter ou de quoi va-t-il résulter? Alors il va résulter d'une réaction entre la poudre et les liquides, qu'on appelle réaction d'hydratation. Et cette réaction d'hydratation, elle va donner naissance à un gel colloïdal qui est formé de silicate de calcium hydraté et hydroxyde de calcium. Alors vous verrez sur cette diapo, voici votre MTA. Ce n'est pas cela le MTA. Le MTA, c'est ce qui va résulter de ce processus d'hydratation. Et de cette réaction d'hydratation qui va donner naissance à ce MTA, il se produit en allant se placer sur les tissus avec lesquels il va rentrer en contact, eh bien, il va donner naissance à une néoformation qu'on appelle l'hydroxyapatite en présence d'hydroxyde de calcium. Et vous connaissez toutes et tous, le sens d'hydroxyapatite, c'est un des éléments qui constitue l'émail dentaire. Donc c'est un tissu dur, c'est une néoformation dure, telle que l'hydroxyapatite qui constitue l'émail dentaire. Donc la résultante de ce MTA, c'est cette hydroxyapatite. Alors quelles sont les propriétés physiques et biologiques de ce MTA? Donc j'ai essayé de passer en revue quelques publications. Ma foi, avec le nombre important de publications, donc j'ai essayé de passer en revue quelques publications qui ont permis à la recherche aussi de mettre en évidence les propriétés physiques et biologiques de ce matériau. Et donc, en termes de radio-opacité de ce MTA, le MTA, il a une radio-opacité qui est qualifiée de 7,1, qui est supérieure à la dentine. Donc, vous pouvez le voir lorsque vous réalisez éventuellement vos coiffages. Donc, vous pourrez le distinguer par rapport à la dentine. Donc, radio-opacité supérieure à la dentine, supérieure à la biodentine aussi. La biodentine a l'indice de radio-opacité qui est de 3,3. Et puis, tout simplement, et logiquement, il a une radio-opacité qui est inférieure à l'amalgame et à l'IRM. Alors, la présence de ces matériaux radio-opacifiants va permettre sa visualisation radiologique, de vérifier sa mise en place et sa bonne adaptation. Le pH du MTA. Pardon. Le pH du MTA. Le MTA est antimicrobien avec un pH de 10,2 au moment de sa mise en place. Donc, il a un pH qui va avoisiner le 10,2 au moment où vous le mettrez en place. Et ce pH va atteindre 12 à 13 au moment de la prise. Donc, un matériau qui a un pH alcalin, secondairement à la présence de l'oxyde du calcium qui, en contact avec les fluides tissulaires, va permettre la formation d'hydroxyde de calcium. Et nous savons tous que l'hydroxyde de calcium est un produit hautement antimicrobien et voilà, il est antimicrobien et qu'est-ce que j'allais dire, j'ai oublié le terme, et basique et antimicrobien. Alors,
voyons un peu la résistance mécanique de ce MTA. Alors, sur cette plaque que vous avez devant vous, vous avez remarqué que le MTA présente, après 24 heures de sa prise, il va avoir une résistance à la compression qui va arriver à 40 mégapascales. Sa résistance mécanique va avoisiner les 67 mégapascales après 21 jours. Et cette résistance mécanique peut atteindre jusqu'à 100 mégapascales, quelques semaines après la prise de ce matériau. Mais si on doit comparer ce MTA par rapport à la biodentine, on va voir que le MTA présente des propriétés mécaniques inférieures à celles de la biodentine. Vous le voyez devant vous sur cette plaque. Et de cette étude, on va déduire que le MTA n'est pas un bon matériau de restauration coronaire. Il résiste faiblement aux forces masticatoires appliquées. Si la biodentine peut être utilisée comme un matériau d'obturation provisoire qui peut persister au-delà de 6 mois, le MTA n'a pas cette qualité. Voyons un peu la solubilité de ce MTA. L'hydratation de la poudre donne un gel colloïdal qui durcit en 2h30 et 3 heures. Alors, ces valeurs que vous avez devant vous, ce sont des valeurs anciennes. L'évolution de la recherche clinique sur le MTA a permis de réduire sensiblement ces temps de prise. On verra tout à l'heure quelques exemples. Et puis, plus la solubilité augmente, la solubilité de ce matériau va augmenter si le ratio ou le rapport eau-poudre va augmenter. Il en résultera que le matériau va être plus fluide et sa manipulation, franchement, va être difficile. Et parmi les inconvénients de ce MTA, c'est sa manipulation. Et puis le temps de prise qui va en découler de cette augmentation de ce ratio eau-poudre va faire que son temps de prise va être un peu plus long. Par contre, lors de la prise finale du MTA, les études ont montré qu'il n'était pratiquement pas soluble. Sur d'autres études, on va retrouver que le MTA est faiblement soluble. Donc, on va dire que, en voyant le rapport de publications passées en revue, la grande majorité plaidait pour une faible solubilité du MTA. Voyons un peu la biocompatibilité de ce matériau. Et la biocompatibilité est définie par le fait que ce MTA n'entraîne aucune altération avec les tissus avec lesquels il va entrer en contact, les tissus pulpaires, parodontaux, périapicaux. Et puis le MTA va entraîner la même réponse histologique induite par l'hydroxyde de calcium. Et avec moins d'inflammation au contact des structures tissulaires, les tissus dentaires ou osseux. Et puis, les études ont démontré que le MTA ne présente aucune cytotoxicité sur les cellules souches pulpaires humaines, sur quelques études que j'ai passées en revue, celle d'Altoé et collaborateurs en 2016 et de Thomas Katalas en 2017. La bioactivité de ce MTA, donc ce matériau, est bioactif, responsable d'une réaction de biostimulation. Il est responsable de la formation d'une barrière ou d'une néoformation calcifiée liée à la présence de calcium en son sein. Voyons un peu l'étanchéité de ce MTA. Meilleure étanchéité par rapport à l'amalgame, l'IRM, par rapport à la finesse de ces particules qui s'infiltrent dans le faible diamètre des tubuli dentinaires et qui explique son excellente adhésion au tissu dentaire. Après 90 jours, le MTA présente une meilleure résistance à la pénétration microbienne que l'oxyde de zinc eugénol et l'amalgame. Les études ont démontré, au jour d'aujourd'hui, aucune formation de hiatus au sein de ce matériau une fois qu'il aura
fait sa prise. Et puis, le joint de scellement entre les matériaux avec lesquels il va rentrer en contact, ce joint va être nettement meilleur que le joint qui est formé avec l'hydroxyde de calcium, en comparaison avec l'hydroxyde de calcium. Ben, le MTA, il est étanche, donc il n'est pas altéré par la présence de sang ou d'humidité. Ceci est inhérent au caractère hydrophile du MTA. Donc, comme on a vu tout à l'heure, le MTA se forme par réaction d'hydratation. Donc, c'est un matériau qui est hydrophile. Et puis, en milieu humide, les propriétés de ce matériau s'améliorent avec le temps. Il se bonifie en fin de compte. L'hydratation permanente de ce matériau le bonifie. On va jusqu'à nous dire au jour d'aujourd'hui, quand vous mettez du MTA, mettez une boulette de coton humide. Ou alors prenez une microbroche avec laquelle nous réalisons nos adhésifs, vous la mouillez et vous la mettez au contact de ce MTA. Donc, ceci va bonifier la réaction, l'hydratation de ce MTA et, bien sûr, en contrepartie, ça va accélérer sa réaction de prise. Quelles sont les indications cliniques du MTA en endodontie? De la même manière, les études que j'ai passées en revue sont toutes récentes, qui sont relatives aux indications cliniques de ce matériau. Donc vous avez des publications qui datent de 2021, de 2020, et qui plaident en faveur, si vous voulez, de l'indication de ces matériaux, de l'indication de ce matériau dans les lésions, essentiellement dans les lésions iatrogènes. Alors donc, ce MTA, comme il est indiqué dans la réparation de ces lésions, donc le MTA va être un matériau de réparation qui va faire foi d'obstacles, de fermeture des voies de communication entre la pulpe et le milieu buccal, dans le cas du coiffage pulpaire direct ou dans le cas de la pulpotomie, qu'elle soit haute ou basse, entre l'endodonte et le parodonte, dans le cas d'apexification par exemple, dans le cas de perforation, dans le cas de résorption, entre l'endodonte et la trame osseuse, dans le cas par exemple de la microchirurgie endodontique. Et puis, ce MTA, comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est un matériau d'obturation endodontique à part entière. Alors, voyons un peu les indications cliniques de ce matériau dans le cas, par exemple, d'une atteinte pulpaire iatrogène. Nous avons devant nous une lésion carieuse profonde sur cette 46. Donc, le traitement dentinaire de cette lésion carieuse a entraîné une effraction iatrogène du plafond pulpaire et mise à nu de la corne pulpaire. Donc, quelle est la conduite à tenir? Donc, pose ou coiffage de la plaie pulpaire et pose du MTA, et puis quelques temps après, obturation, et vous avez la radiographie de contrôle. Alors, cette étude qui est devant vous, elle démontre la formation de ce tissu néoformé entre la structure ou le tissu pulpaire et le MTA. Et cette étude qui a été publiée par une équipe iranienne en 2006 a démontré que le MTA appliqué comme matériau de coiffage direct entraînait, là je suis désolé, j'ai pas bien fait monter la conclusion de cette étude. Donc cette étude a démontré que le MTA appliqué comme matériau de coiffage entraînait la formation d'un tissu néoformé à partir du 5e, voire du 6e mois. Maintenant, dans un deuxième cas, dans le cas d'une atteinte pulpaire traumatique, donc c'est un enfant de 8 ans qui va présenter une fracture coronaire horizontale avec présence d'immaturité apicale. Alors dans ce cas-là, comme vous voyez, il y a une exposition pulpaire
secondaires au traumatisme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une pulpotomie cervicale et coiffer la blessure pulpaire avec du MTA. Voilà, restauration composite le plus rapidement possible, parce que ceci constituait un complexe pour cet enfant qui allait en milieu scolaire. Donc il fallait rapidement faire cette restauration au composite. Et vous avez devant vous la radiographie où on voit parfaitement cette cicatrisation pulpaire. Alors maintenant, dans un troisième cas, dans le cas des atteintes du plancher pulpaire. Alors ça, c'est une étude que vous avez devant vous qui va mettre en évidence l'évaluation de la capacité d'étanchéité de 3 matériaux. Donc il y a eu 3 matériaux qui ont été comparés dans cette étude qui date de 2021, qui a été publiée par une équipe syrienne. Et la conclusion de cette étude, ou le but de cette étude, était d'évaluer l'étanchéité de 3 matériaux. Alors, d'abord le MTA, ensuite le RRM. C'est l'endoséquence Root Reparation Material. Ça, c'est un matériau biocéramique. Et dans ces ERRM, vous avez soit l'endoséquence qui est fabriquée par une société américano-canadienne, ou alors vous avez le Total BC-Sealer qui est fabriqué par la société suisse FKG. Et puis, également, il y a eu l'utilisation d'un 3e matériau qui est un verre ionomère. Et donc, dans cette étude, il a été démontré que le MTA et les matériaux biocéramiques, le MTA et le RRM, ont montré une meilleure capacité d'étanchéité par rapport au ciment verre ionomère. Alors, sur cette diapo, vous avez en face de vous la perforation du plancher pulpaire. Ça, c'est une étude du professeur Bronek. Donc, vous avez une atteinte du plancher pulpaire, mise à nu du plancher pulpaire. Et donc, quelle était la conduite à tenir? Alors, la question qui revient, nous sommes devant une effraction du plancher pulpaire. Nous devons réaliser un traitement endo. Alors, doit-on commencer par le traitement endo, ensuite aller fermer cette perforation, ou d'abord aller fermer cette perforation et réaliser ensuite le traitement canalaire? À votre avis? Alors, tout simplement, si jamais cette lésion, cette perforation du plancher ne vous gêne pas dans la conduite au traitement endo, fermez cette perforation, ensuite réalisez votre traitement endo. Si jamais vous voyez qu'elle vous gêne, d'accord, dans la réalisation du traitement endo, donc fermez-la, réalisez votre traitement endo. Si elle ne vous gêne pas, faites votre traitement endo. Mais en attendant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre de l'hydroxyde de calcium au niveau de cette perforation. Le milieu est acide. Donc, on a un afflux microbien à ce niveau. Donc, cette phase de temporisation va permettre de nettoyer ce site. Une fois que vous venez mettre votre MTA, sa prise se fera sans aucun problème. Beaucoup d'études ont montré que le MTA, dans certaines situations, ne prenait pas. Essentiellement dans cette situation, où il y a eu perforation du plancher. Le MTA, il ne prenait pas. Pourquoi? Parce que le milieu était trop acide. D'autant plus que cette acidité était le siège d'un afflux microbien. Donc, phase de temporisation avec de l'hydroxyde de calcium. Vous obturez vos canaux par la suite. Vous enlevez l'hydroxyde de calcium. Et phase de pose de MTA et obturation par la suite. Donc, voici sur la radiographie la fermeture de cette perforation du plancher pulpaire. Un autre cas très simple et rapidement, un cas qu'on a eu à voir en cabinet, une radio qui démontre gravement la perforation de ce plancher pulpaire. Et donc,
on a procédé de la même manière, pose du MTA, traitement endo, pose du MTA et obturation coronaire. Alors maintenant, voyons voir un peu dans le cas de la survenue de fausses routes ou d'un faux canal. Alors sur cette étude, sur ces deux études, pardon, l'une de Mohamed Tourabinjad en 2004 sur la capacité d'obturation ou d'oblitération de ces perforations grâce à l'utilisation de mineral trioxyde aggregate, et cette étude également qui est une étude d'une équipe de Bionoser qui a été publiée en 2021. Donc, les deux études convergent vers une même conclusion. Le MTA assure une étanchéité efficace des perforations radiculaires et semble prometteur pour améliorer le pronostic des dents perforées qui seraient autrement compromises. Voyons voir ce cas clinique. Alors, tout simplement, la présence de ce faux canal sur la 12 est secondaire à une erreur iatrogène. Facteur opérateur dépendant à la recherche de l'entrée canalaire. Vous pouvez également avoir des perforations pareilles suite à la mise en place d'ancrage. Très souvent, on pose des ancrages de manière aveugle, sans examen radiologique. Donc, et la pose de ces ancrages, donc vous allez forer aveuglément et très souvent, on peut se retrouver face à des fausses routes ou des perforations. Et donc, dans cette situation, qu'est-ce qui s'est passé? On a retrouvé la trajectoire canalaire de la 12, obturation du faux canal au MTA et obturation endodontique classique à la gutta. Au jour d'aujourd'hui, j'aurais fait autrement. Au jour d'aujourd'hui, j'ai des matériaux biocéramiques. J'aurais fait les deux étapes en une seule étape. Avec mes matériaux d'obturation à base de MTA, par exemple, qui est aujourd'hui un matériau d'obturation canalaire à part entière, j'aurais fait les deux, voilà, les deux étapes, je les aurais réunies en une seule étape. J'aurais fermé le faux canal en le considérant comme un véritable canal et je serais passé éventuellement à ma trajectoire canalaire et l'obturer correctement. Alors, maintenant, présence de résorption interne. Également, cette étude chinoise qui va mettre en évidence le traitement en utilisant le MTA dans les résorptions internes. Et ça, c'est une étude qui a été suivie sur environ 16 mois. 16 mois de suivi. Il me reste combien? Combien? 8. Ok. Pour le boss, ça sera 10. Ok. Alors, cette étude chinoise a démontré que le MTA était considéré comme un bon matériau d'obturation à utiliser dans le cas de résorption radiculaire interne. De nos jours, la littérature propose que le MTA soit maintenu dans le canal radiculaire pour remplir la zone de résorption comme option non chirurgicale, à condition qu'il soit soigneusement placé et condensé sur la zone de résorption. Et ceci n'est pas une mince affaire. Aller condenser et placer du MTA au niveau d'une résorption profonde demande de la compétence, demande de l'apprentissage aussi. Alors, sur cette situation où vous voyez nettement la présence de cette résorption interne, donc, quelle était la stratégie à adopter? Donc, on a été mettre un bouchon MTA. Ensuite, obturation à la gutta. Alors, pour poser ce bouchon MTA, on a eu recours à des portes MTA, on peut avoir recours à des portes MTA, vous avez aussi des pistolets MTA, et vous avez d'autres artifices que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, c'est pas Ténès, bien sûr. Ça, c'est une ville située en Inde qui s'appelle Kozhikode.
Ah, j'ai été chercher, j'ai été franchement, disons, il y a beaucoup d'attrait pour voir cette région de l'Inde, qui est une région côtière fabuleuse, avec de belles plages, franchement très indiquée pour les mariages, pour les trucs, pour les lunes, voilà, pour les lunes de miel, etc. Donc je vous recommande d'aller dans cette région. Donc le but de cette étude était d'évaluer cliniquement et radiologiquement la cicatrisation périapicale lorsque le MTA est utilisé comme obturation rétrograde de l'extrémité radiculaire, dans les cas d'apex ouvert ou racine immature, ce qu'on a vu tout à l'heure, dans le cas de résorption interne, de chirurgie endo, en présence d'infections persistantes. Donc, dans cette étude, on va mettre en évidence l'indication de ce MTA dans l'oblitération et l'obturation des parties ou des portions apicales. Donc, le MTA a été choisi comme matériau de choix. Il aura contribué à la croissance des cellules de type sémontoblaste, mais aussi à la cicatrisation et la régénération osseuse. Alors, sur cette situation clinique, vous avez une dent immature chez cet enfant de 10 ans, pose du bouchon MTA au niveau apical, obturation par la suite endodontique avec de la gutapercule. Alors, voyons un peu où ces lésions inflammatoires apicales, il reste 5 minutes 3 minutes. Ok, je vais faire vite. Vous allez rater beaucoup de choses. Voyons voir un peu ces lésions inflammatoires apicales qui se situent, ou cette lésion inflammatoire apicale qui se situe sur cette 21, avec un réveil inflammatoire aigu chez ce patient. Donc, quelle était la stratégie à adopter? Donc, là, il y a une indication de reprise de traitement. La restauration coronaire sur la 21 est cliniquement acceptable. Le patient n'a pas accepté qu'on lui retire sa couronne. Et donc, la seule option pour nous, c'était de passer par la voie rétrograde, qui était la voie la plus conservatrice. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a été faire de la microchirurgie endodontique. Alors, résection apicale sur 3 mm, horizontalement. Plus de microchirurgie endo ou plus de résection apicale en biseau. D'accord? Donc, résection apicale sur 3 mm pour éliminer tous les anastomoses. Éviter éventuellement la présence de canaux latéraux ou secondaires à ce niveau-là et qui pourrait par la suite nous emmener vers une récidive ou compromettre le traitement. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé dans cette situation? On a utilisé des inserts ultrasons de chez Actéon. Alors, vous avez le AS3, ce sont des inserts ultrasoniques diamantés. Leur but est essentiellement de réaliser de la mise en forme. C'est comme si vous aviez entre les mains des limes mécanisés. Donc, ces instruments vont aller mettre en forme la portion apicale qui n'a pas été nettoyée. Donc, vous avez par exemple le AS3 qui va proliférer à l'intérieur de ce canal sur 3 mm. Le deuxième insert, le AS6, il va pouvoir proliférer sur 6 mm. Et le AS9, qui est un insert aussi ultrasonique diamanté, qui va également pénétrer sur une distance de 9 mm. Et les trois instruments ultrasoniques doivent être utilisés. Donc, ils vont réaliser ce qu'on appelle une mise en forme. Alors, regardez un peu dans cette situation, sur cette 21, donc, on a été réaliser cette résection apicale en utilisant ces inserts ultrasons, le AS3, le AS6 et le AS9. Donc là, faites attention, faites de bonnes ouvertures, de manière à permettre à vos inserts ultrasoniques de bien proliférer à l'intérieur du canal. Le risque ici, l'inconvénient, c'est que vous pouvez créer de faux canaux. Donc assurez-vous que ces inserts soient dans la même trajectoire canalaire. Donc voici à peu près le résultat final. Regardez cet élargissement, cette conicité qu'on a obtenu à la fin.
Donc, qu'est-ce qui va rester maintenant? Eh ben, il va falloir qu'on aille utiliser des matériaux biocéramiques pour cette obturation par voie rétrograde. Et donc, vous avez le choix, soit vous allez vers la forme poudrée liquide, soit la forme poutie, ou également, vous pouvez aussi recourir aux IR. Alors, pour pouvoir porter ce matériau, vous avez des MTA applicateurs, vous avez des inserts applicateurs, vous avez des instruments applicateurs, soit vous avez, par exemple, cette pince applicateur MTA dans les cas où vous avez des capsules. Vous avez également ce MTA applicateur quand vous avez également la forme poudrée liquide, et vous avez cet instrument qui est extrêmement intéressant qu'on appelle le Mapone. Porte MTA ou le Mapone. Alors, ce Mapone, c'est un instrument franchement extrêmement ingénieux. Alors, il se compose comme vous voyez, d'une seringue en acier et d'une aiguille que vous voyez ici. Et cette aiguille, elle est en nickel titane. Elle est flexible. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez porter votre MTA et aller le placer in situ dans toutes les indications cliniques de ce MTA. Soit éventuellement pour fermer une brèche pulpaire, une perforation, ou alors si vous devez aller travailler par voie rétrograde. Et donc, voici l'état initial, voici l'état après microchirurgie ondo et obturation de la portion canalaire par voie rétrograde sur la 21, et voici la cicatrisation après 12 mois. Un autre cas, rapidement, ça c'est défaillance du traitement ondo avec la formation de cette lésion inflammatoire extrêmement importante. Quelle stratégie adopter? Reprise du traitement sur la 21 à faire et énucléation de la formation kystique. Et puis on a été faire de la même manière, utiliser ces inserts ultrasoniques par voie rétrograde. Mise en forme, voilà, utilisation de ce Mapone pour permettre de porter ce MTA et le condenser. Voici l'état initial et vous avez en face de vous l'état final. Je vais aller rapidement. Donc, MTA et matériaux d'obturation ondo. Donc, vous avez cette situation clinique qu'on a eu à traiter avec le docteur Reitmuffer. C'est une patiente qui présentait cette lésion kystique qui était très étendue de la 21 jusqu'à pratiquement la 24. Donc, la procédure pour nous était d'abord d'aller faire les traitements ondo. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a été faire nos traitements ondo en utilisant du MTA à indication de matériaux d'obturation endodontique. Donc, obturation ondo. Voici la radiographie après résection, après microchirurgie ondo. On a mis un tissu de comblement plus une membrane. Voici l'état initial et l'état final 6 mois après. Remarquez, 6 mois après ce que vous avez ici, c'est franchement extraordinaire. La formation de cette barrière calcifiée. Et ça rejoint les études dont je vous ai parlé tout à l'heure. À 6 mois, on a déjà la formation de cette dent immature. Rappelez-vous. Donc, alors, inconvénient du MTA pour terminer, le MTA a été décrié parce qu'il était difficile de manipulation. En fin de compte, non. Le MTA n'a pas, si vous voulez, n'est pas de manipulation difficile. Au jour d'aujourd'hui, vous avez certaines formes où vous avez des sachets de 140 mg, par exemple, de chez la société Produits Dentaires, où vous allez utiliser juste la juste dose pour votre cas clinique. La juste dose. Et donc, manipulation facile, malaxage, de manière à obtenir ce gel hélicoïdal et à les porter sur MTA in situ. Maintenant,
vous pouvez également aller vers une autre forme, vers la forme capsule, qui va vous éviter cette difficulté de manipulation. Donc vous mettez votre capsule sur vibreur, vous mettez votre pistolet applicateur, vous mettez votre capsule et vous allez mettre la dose nécessaire in situ. Temps de prise. Alors, le temps de prise, il y a quelques années, le MTA avait un temps de prise qui allait entre 2h30 à 3h. Au jour d'aujourd'hui, les choses ont changé. Par exemple, dans la forme MTA de chez Produits Dentaires, le temps de prise est de 10 à 15 minutes. Après 15 minutes, vous allez pouvoir réaliser votre obturation coronaire. Une restauration coronaire classique. De la même manière, pour ce MTA de chez Microméga en capsule, où le temps de prise a été réduit à 20 minutes, grâce à l'adjonction de carbonate de calcium, qui est un élément qui est un accélérateur de prise et possibilité d'obturation dans la même séance. Décoloration. Alors, à l'apparition du MTA, le MTA gris et certaines formes de MTA étaient constituées de l'oxyde de bismuth qui était un radio-opacifiant et qui était responsable de cette coloration grisâtre. Aujourd'hui, les choses ont changé. On a remplacé cet oxyde de bismuth par du sulfate de barium pour la société Produits Dentaires, de l'oxyde de tantale pour les formes petites telles que l'endoséquence, le RRM endoséquence ou le BC Sealer, et de l'oxyde de zirconium pour le High Root Canal Sealer de chez Innovatif Biocéramique. J'ai terminé. En cas de dépassement, ne jamais dépasser. Pas de dépassement en endodontie, quel que soit le matériau d'obturation. Le MTA, malgré cela, est biocompatible. Il est absorbé au long terme, sans interférence sur la guérison apicale. Alors, pour conclure, on va dire que les biocéramiques, de même que le MTA, représentent des matériaux de choix dans la réparation des lésions endodontiques iatrogènes et la fermeture des voies de communication avec l'endodonte. Ces matériaux constituent un atout supplémentaire dans le plateau technique de l'opérateur. Leur avenir sera certainement prometteur. Nous reviendrons prochainement, Inch'Allah, sur le comportement de ces matériaux dans le cadre de la revascularisation pulpaire. Nous reviendrons prochainement sur leur comportement au contact des interfaces, c'est-à-dire au contact des tissus parodontaux, des tissus pulpaires, des tissus osseux, et on verra quel est le comportement de ce MTA quand il est placé au contact de ces tissus. On verra également prochainement, si vous voulez, le comportement de ce matériau vis-à-vis des matériaux de collage, les adhésifs et composites. Voilà, j'ai terminé. Je m'excuse si j'ai été un peu lent. Je vous remercie.